Acceptio. Moi, c'est Maxime, je suis directeur des ventes pour Acceptio au Canada. Puis, je suis accompagné de David Poulain, qui est Team Lead Analytics chez BRP. On va sortir ça aussi. C'est quoi Acceptio? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Essentiellement, on est les maudites bannières cookies en bas à gauche, en bas à droite, dépendamment de où est-ce que tu navigues. On est sur 130 000 sites web à travers le monde, dont BRP qui a la passion de venir nous présenter le cas d'implantation aujourd'hui. Exact. On est 8 de ces 130 000 sites web-là, nous autres. C'est pas 14? Ouais, c'est ça. Bref, là, tu me dis, Maxime, tu es venu nous parler de Loi 25. Pourquoi est-ce que tu mets une slide avec le contexte américain? On va pas se mentir, c'est un sujet qui est quand même assez chaud à ce jour, je crois, j'ose espérer. Mais grosso modo, pourquoi on parle du contexte américain? C'est que l'environnement de législation, la loi 25, c'est pas la seule dans le monde. On innove beaucoup au Québec, mais celle-là, on ne l'a pas innové. Puis, si on exporte, en fait, si on fait affaire avec nos clients américains de ce côté-là de la frontière, il faut savoir que peu importe la couleur du parti politique, c'est un enjeu qui est en évolution, c'est des pressions de consommateurs, des gens ont des attentes sur comment on gère donner. Puis, c'est global. Si, par exemple, on décide de ne plus faire affaire ou faire affaire différemment que les États-Unis, peu importe où on va se revirer, c'est un enjeu qui s'en vient de façon planétaire. Puis peut-être, David, si tu peux nous introduire un peu sur le contexte de BRP, parce qu'on a un site, en fait, on a plusieurs sites web, mais on a plusieurs législations, plusieurs endroits où on exporte. Oui, absolument. C'est un challenge qu'on a chez BRP. On ne vend pas juste ici au Québec. Puis même la CMP, nous, ça n'a pas parti avec la loi 25. On a commencé ça via GDPR, il y a les lois américaines qu'on vient de voir. Donc chez nous, on doit jongler avec tout ça. Puis c'est vraiment là où on a le focus. Mais vous voyez la carte là, il y a beaucoup de législations qui s'en viennent. Il faut vraiment garder ça sur le radar. Dans une entreprise où on fait du commerce partout dans le monde, on doit vraiment s'assurer de suivre ces réglementations-là. Puis c'est ça. Chez nous, chez BRP, c'est le focus, c'est beaucoup sur l'Amérique du Nord puis l'Europe là, en termes de législation pour l'instant. Excellent. Donc, pour finaliser notre petite tâche d'aujourd'hui, Acceptio, chez nous, notre mission, puis je pense que ça a pas mal résonné avec BRP, d'où la relation du partenariat, c'est de créer un environnement qui est vraiment rassurant, puis qui permet à chacun des individus de choisir en toute connaissance de cause. Il n'y a personne qui aime voir quelque chose, une petite bannière qui ressemble à un document légal, on ne sait pas où est-ce que notre donnée s'en va. En fait, on le sait tous, parce que quand tu achètes une paire de souliers, voilà 2 jours, puis que tu es sur Instagram, que tu revois sur Facebook, on n'est pas dupe non plus en tant que consommateur. On veut savoir où est-ce que notre donnée s'en va. Puis si on est capable de faire un choix éclairé, qu'on fait confiance à la marque, généralement, on va plus vendre, on va mieux convertir en tant que consommateur. Plus acheter, pardon. Donc, d'emblée, je te laisse expliquer, David, comment ça s'est passé chez vous? Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, nous, ça n'a pas été la loi 25 qui a été l'élément déclencheur. Puis aussi, je pourrais dire étonnant là, pour ceux qui ont suivi l'évolution des lois. C'est pas non plus la réglementation européenne, le GDPR ou RGPD, qui a été l'élément déclencheur chez nous pour intégrer une plateforme de gestion de consentement. Ça a été la loi américaine de la Californie, CCPA, en 2022. Donc, on avait quelque chose qui était pour l'Europe, mais qui n'était pas une réelle CMP. Puis là, la loi américaine a un peu fait peur, si on veut, là, je pense, aux avocats chez BRP. Puis c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. C'est une solution qui a été choisie, imposée, ça dépend du point de vue, de l'équipe légale. Puis c'est, voici, on a un nouveau fournisseur, on a une CMP, on doit mettre ça en place. L'équipe d'analytics, ça passe par Google Tag Manager. Voici les clés de la machine, mettez ça en place. Donc, ça s'est ajouté dans l'équipe un peu comme un cheveu sur la soupe, comme workload. On était très, très focus légal. C'est des textes qui étaient fournis par l'équipe légale. Pas vraiment de support pour créer des expériences, une bannière qui était minimaliste. Puis, ce qu'on a observé, c'est un impact négatif sur nos KPI marketing. C'est de quoi quand il s'est lancé un peu par l'équipe légale, on regarde vraiment le côté réglementaire, puis le côté plus marketing est un petit peu ignoré. Fait que c'est comme ça qu'on a vécu pendant quelques années un peu chez BRP avant la suite des choses. Là. Donc, un peu, si jamais c'est pertinent pour vous, un outil d'autodiagnostic chez certaines équipes, ça s'est passé différemment. Puis on doute rarement que c'est un petit widget dans le coin d'un site web qui va avoir des impacts négatifs sur notre CRO, par exemple,
quand on va voir une augmentation de la vitesse de chargement, on se demande qu'est-ce qui cause ça, puis c'est rarement la CMP qu'on va penser en premier. Mais quand on est capable de mettre le doigt sur le bobo, David pourra en discuter plus tard, c'est comme un aha moment. Donc bref, petite slide d'autodiagnostic. Dans les équipes e-commerce, évidemment, ce qu'on va voir le plus, c'est justement un impact sur le CRO dû à l'augmentation de la vitesse de chargement. Une expérience web qui est peut-être moins fluide. On parle plus tard de la scénarisation d'un parcours client, qui est, évidemment, on veut réduire la friction, donc si on a une expérience moins fluide, moins cool. Au niveau marketing, au niveau du consommateur, c'est sûr qu'il y a une perte de confiance qui peut se faire. Si on a l'impression de s'en faire passer une petite vite, que ce soit un cheveu sur la soupe pour prendre ton expression, c'est pas non plus c'est du moins tangible, mais ça a un impact concret sur les ventes par la suite. Le SEO, on va faire un petit zoom sur les Core Vitals un petit peu plus tard. Au niveau de la qualité des audiences, je pense que je vais te laisser le point, David. C'est si on a moins de données de qualité, ben, par la suite, au niveau média, ça peut avoir pas nécessairement être une catastrophe, mais ça peut avoir des très gros impacts. Vas-y. Non, mais c'est ça, tu as quand même fait le tour, mais c'est un élément, je pense, qui est souvent, je vais dire, laissé de côté ou ignoré dans la décision de la mise en place de la CMP. C'est super important, puis à toutes les échelles que ce soit. Je pense que tout à l'heure, on va revenir avec des chiffres qui vont peut-être plus vous mettre en contexte puis qui vont vous aider à comprendre vraiment l'impact que ça peut avoir. Là. Fait qu'on va le garder pour plus tard. On garde le meilleur pour la fin. Mais bref, pour s'en suivre, il y a beaucoup d'équipes marketing / analytics à qui je parle qui vont me dire on a perdu 30% de notre donnée. 30% de notre donnée, c'est énorme. La réalité, c'est que le trafic est encore là. Donc, on va peut-être un peu rephraser le tout. C'est vraiment, en fait, c'est pas une perte de données, c'est pas une perte d'humain qui vient sur le site web, c'est une perte de visibilité sur le trafic. Puis du trafic qu'on peut pas nécessairement identifier ou comprendre qu'est-ce qui se passe avec. Plus difficile de prendre des décisions réfléchies parce que 2025, si on ne prend pas des décisions éclairées par la data, on navigue un petit peu à l'aveugle. Si tu me permets, avant d'aller plus loin, tu sais, tu parles de perte de données de 30%. Là, on parle de mise en place de législation qui impacte ça. Mais il y a d'autres éléments. On est tout le monde familier avec les ad blockers. C'est 30-32% des browsers qui sont équipés d'un ad blocker qui vont déjà enlever cette visibilité-là qu'on a. Fait que ces nouvelles réglementations-là nous rajoutent un autre 30%. Fait que là, l'échantillon sur lequel on a le contrôle, qu'on est capable de mesurer puis de prendre des décisions, il devient quand même affecté. Fait que c'est sûr qu'on doit vraiment agir pour minimiser cet impact-là. Maintenant, on a les problèmes. Si je ne vous arrivais pas avec des solutions, je pense que vous partiriez de la salle en ce moment. Mais on a quelques pistes de réflexion, si jamais ça peut être applicable chez vous. Premièrement, les fameux Core Web Vitals. Ce que c'est essentiellement, grossièrement, c'est Google qui a créé un ensemble de métriques qui permet de mesurer ta performance puis ton expérience en tant qu'utilisateur. Le Core Web Vitals, le plus important, qui impacte sur une implantation souvent en cause avec la loi 25, parfois avec le 6 pieds. Donc, quand on met une CMP, une plateforme de gestion du consentement sur un site web, c'est l'indice INP. Bref, pas très sexy, on rentre dans du technique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus, mais l'indice INP, ce qui veut dire, c'est la friction d'utilisateur entre je navigue sur le site web, je mets mon curseur, là, je m'en vais vers un produit, puis la prochaine image qui va charger, c'est ce que l'indice fait concrètement. Puis, quand on est en marketing, puis qu'on a le SEO dans notre cours, puis qu'on ne sait pas ces choses-là, puis qu'on a une CMP qui est peut-être moins consciente de cet indice-là, ça peut te faire déranker sur Google. Google va dire que ce site web-là, il est peut-être un peu plus lent. Puis bref, ça peut avoir des impacts assez négatifs. Puis on ne le voit pas juste chez les petits joueurs, on le voit sur tout le spectrum. Enfin, on parle avec des grosses bannières d'épicerie, on parle avec des PME moyennes, autant que chez les petits. Fait que c'est à ne pas négliger la lourdeur du script sur un site web. SEO, Quality Score aussi, en Google Ads, là, c'est une métrique qui est développée par Google clairement pour être utilisée à toutes les sauces. Là. Fait que, bref, faites de Google votre ami et non votre ennemi. Ça, c'est un peu le portrait. On revient sur les Core Web Vitals. Donc, chez nous, c'est un élément qu'on avait observé, l'impact de la lourdeur du script. Puis on l'a traîné longtemps. On a eu plusieurs hypothèses. Puis quand est venu le temps de changer, on va voir tout à l'heure le processus. Là, on a eu une première CMP. Maintenant, je pense que tout le monde s'en doute, on travaille avec Acceptio. Donc, quand est venu le temps de faire la sélection en fait finale, si on veut, de la solution,
on a regardé les Core Vitals. On voyait vraiment l'impact, pas juste au niveau de SEO, mais on était capable de le quantifier directement dans le checkout de notre portion e-commerce. On voyait vraiment une lenteur. Puis aussitôt qu'on retirait ce script-là, on voyait que ça avait des gains. On ne pouvait pas le retirer en prod légalement, mais ça avait des impacts qui étaient considérables au niveau de nos taux de conversion. Donc, on est allé regarder les Core Web Vitals. Puis ça, c'est les cas réels. Là, c'est la moyenne, la ligne bleue. Puis, c'est les deux autres fournisseurs qu'on avait avec Acceptio au photo finish à la fin là, dans notre processus de sélection. Puis, clairement, ça a été un élément, nous, en fait, qui a fait en sorte qu'il a penché dans la balance du côté d'Acceptio parce que, clairement, Acceptio se démarque à ce niveau-là. Merci, ça fait chaud au cœur. Donc, maintenant qu'on a sorti le technique du chemin, comment est-ce qu'on fait concrètement? Là, on a parlé que notre mission, c'était remettre l'utilisateur au centre. Donc, si la page elle charge plus vite et que c'est plus fluide, on a déjà une bonne métrique d'évaluer. Après, comment est-ce qu'on rend l'expérience encore plus facile pour l'utilisateur d'arriver à son produit puis de finalement check-out? Il y a ce qu'on va appeler chez nous la scénarisation du parcours utilisateur. On va en parler plus tard, mais on veut éviter l'Internet de 2005 avec les 1001 pop-up de publicité. Bref, je reviens là-dessus. Puis, la transparence, on est quand même sur beaucoup de sites web, ce qui nous donne énormément de données analysées. On a une équipe dédiée en recherche utilisateur, recherche UX, UI de notre côté. Puis, on se rend compte que statistiquement, il y a une corrélation directe entre la transparence, comment est-ce que tu parles à ton consommateur, puis le taux de consentement. Le taux de consentement qui reflète très, très, très grandement le taux de confiance que la personne va avoir envers ta marque. Donc, comme je l'ai mentionné, ça, c'est ce qu'on avait en 2005 pour ceux qui étaient de notre côté de l'Internet. Des publicités qu'on ne peut ou ne pas fermer, dépendamment de où vous visitez. Puis, c'est un peu ce qu'on voit en 2025. On a la CMPI qui doit légalement charger en premier, mais tu as aussi la newsletter, le robot de chatbot, le truc d'accessibilité, le truc de langue avec la géolocalisation. Ça n'en finit plus. Puis, en tant que consommateur, si moi, je clique sur une publicité sur Instagram puis j'ai 18 000 pop-up, il y a des très bonnes chances que je quitte la page au lieu de continuer ma visite pour arriver au check-out. Absolument. C'est vraiment une réalité qu'on vit. Puis que nous, chez BRP, à tous les jours, ben pas à tous les jours, là, mais fréquemment, on travaille avec notre équipe UX pour venir un peu mitiger ça. On a le même cas de scénario où on a un live chat à droite, on a la pop-up de newsletter, on a la CMP. Tous ces éléments-là, ça revient un peu à cette poutine-là. Puis il faut vraiment trouver un peu le bon filon puis la bonne expérience. Puis il faut vraiment naviguer à travers ça parce qu'à la fin, comme on dit, c'est vraiment l'expérience utilisateur qui compte puis qui va favoriser l'ensemble de l'expérience, pas juste le consentement, mais jusqu'à la fin. Là, parce que ce macramé-là, cette poutine-là qu'on voit, ça peut faire peur puis ça cause des taux de rebond assez élevés. Là. Donc, en bref, ce qu'on veut offrir essentiellement aux consommateurs, c'est l'expérience magasin. C'est une expérience d'onboarding et non de « je ne sais pas ce que je veux te donner en premier, fait que je te shoot tout en même temps ». On veut accueillir le consommateur pour créer un premier lien, puis on le voit de plus en plus, la CMP, comme je l'ai mentionné, c'est la chose qui doit charger en premier sur ton site web légalement, parce que si on n'a pas de consentement, il n'y a rien d'autre qui peut charger autre l'essentiel. Donc, ce qu'on veut faire, c'est potentiellement, si jamais vous avez des ambassadeurs de votre marque, je pense pas chez Fils, si jamais vous avez des emblèmes, des logos qui flashent, le but, c'est de faire une déclinaison de campagne marketing, de vraiment venir mettre votre brand de l'avant pour donner l'expérience que le consommateur mérite pour en fait gagner sa confiance. Donc, bref, comme je l'ai dit, maintenant qu'on a la scénarisation déterminée, maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement? On a beaucoup de données, comme je l'ai mentionné. C'est un tableau vite fait que j'avais sorti, qui nous donne des corrélations entre c'est quoi les bonnes et les moins bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour optimiser son taux de consentement puis être capable de recréer des audiences qui reflètent ce qu'on veut faire. Donc, comme je l'ai dit, ça nous a permis de développer une recette qui, David, va pouvoir élaborer et, ma foi, assez hallucinante. Oui, effectivement. Là, on était dans les bonnes pratiques, puis c'est beau, mais la vraie vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, chez nous, chez BRP, donc, on a passé récemment par un changement de CMP. Puis, en 3 étapes, on était dû pour un renouvellement avec notre fournisseur actuel. Ça faisait quelques années qu'on était avec. Augmentation faramineuse des prix.
Donc, on parle de 7 fois l'augmentation de frais annuels. Donc, il y en a peut-être qui ont vécu ou qui vont le vivre avec ce grand fournisseur-là. Soyez pas surpris, ça se passe pour tout le monde. C'est assez phénoménal. On n'avait pas beaucoup de support. J'ai mentionné tout à l'heure, nous, c'est arrivé du légal chez nous, c'est arrivé dans notre cours comme un élément supplémentaire à gérer par l'équipe analytique. On n'a pas les ressources, le support, etc. Donc, il n'y avait aucune proactivité. Puis, si on veut, avec les impacts qu'on mentionne depuis tout à l'heure, si on veut grandir comme organisation en maturité dans la gestion de consentement, on avait besoin de ce support-là. Puis, j'ai déjà mentionné la lourdeur du script. Donc, tout ça fait en sorte que on a dû se revirer sur un dixaine, littéralement. On a eu notre avis de renouvellement à peu près autour de la mi-décembre, le 13-14 décembre dernier. Puis, on devait renouveler la licence pour le 25 janvier. Ce qui nous donnait une fenêtre de 6-7 semaines, incluant 2 semaines de vacances des fêtes à peu près, pour... Une toute petite organisation qui pivote très facilement habituellement. Exactement. Mais on a vraiment décidé d'aller de l'avant avec ça. J'ai eu droit à des petits froncements de sourcils là, de ma gestionnaire puis de l'équipe de dire « Ouais, on ouvre cette boîte-là ». On est allé, on avait 6 semaines pour choisir un nouveau partenaire puis faire l'implantation. Puis on va y aller plus en détail, mais on est arrivé à le faire. Donc, avant les fêtes, on a rencontré les différents partenaires potentiels, incluant le partenaire qu'on avait déjà. On a regardé, on a eu des démos, etc., parlé de l'implantation. Au retour des fêtes, à peu près autour du 15 janvier, on est allé de l'avant, on a signé avec Acceptio. Puis, dans un délai de 10 jours, on a déployé. Mais on a déployé en version MVP. Fait que si tu veux aller à la prochaine étape. Puis, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Là. Aujourd'hui, dans la CMP, dans la gestion du consentement, on n'est pas au niveau de maturité où on se voit dans quelques semaines, quelques mois. Par contre, avec le délai qu'on avait, on a décidé d'y aller avec une version, comme j'ai dit, MVP. On a une expérience au début avec un visuel pour toutes les marques qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on vient de dire, d'avoir, parce que chez BRP, on a Skidoo, on a Sidoo, on a Can-Am, on a différentes marques. Donc, on a offert une expérience BRP. Puis, on est avec une implantation qui correspond là, à Google Consent Mode V2, pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers, qui est la norme, si on veut, de Google pour déclencher les différents tags de Google. Donc, avec 4 types d'acceptation, sans aller dans la granularité de chacun des partenaires, etc. Donc, on a commencé comme ça, avec un objectif de faire un déploiement par semaine. Donc, à chaque semaine, on travaille avec Pierre, qui est là. Il ne pourra pas bouger parce qu'il est en train de nous filmer. Merci, Pierre. Donc, on travaille avec Pierre, puis on y va vraiment de façon itérative, en test, learn, refine. Donc, on a changé quelques éléments. Donc, on a déployé une expérience. Au début, on était avec l'expérience qui est GDPR, qui est la plus restrictive dans le monde. Ensuite, on a fait une adaptation spécifique à la loi 25. Ensuite, on a fait une adaptation spécifique à CCPA pour le marché américain. Puis on a toujours fait ces itérations-là comme ça en regardant c'est quoi les résultats, en se donnant une petite semaine, puis toujours en identifiant les prochaines étapes. Donc, ce qu'on voit dans le Test, Learn, Refine, quand on a déployé CCPA, c'est le dernier déploiement qu'on a fait, on est passé, puis on va aller dans le détail entre les différences de taux d'opt-in puis taux d'interaction tout de suite après. Mais taux d'opt-in, 47 à 54 %. Taux d'interaction, on est passé de 60, même le dernier chiffre ce matin, on est à 70, donc ça continue à augmenter. Donc, c'est assez intéressant d'aller dans cette méthode-là. Puis, ça l'allège un peu aussi le fardeau, si on veut, de devoir tout mettre en place d'un coup, dans la pure granularité. Puis pour nous, à date, c'est comme j'ai dit, c'est un élément qui nous permet d'avancer plus rapidement que ce qu'on a fait avec la solution qu'on a mis en place il y a 3 ans, puis qu'on a un peu laissé dormir comme ça sans trop lui donner d'amour. Là. Fait que je pense que c'est un bon mode de fonctionnement qui nous permet là, de venir augmenter là, nos audiences puis les résultats qu'on a. Concrètement, le portrait global, on va pouvoir plonger dans les chiffres un peu plus en détail par la suite, puis un peu vous expliquer c'est quoi le maudit taux d'opt-in versus le consentement versus ci versus ça. Mais taux d'interaction, donc 26 %, l'opt-in 13 %, puis le taux de consentement, un 18 % en gain. Pour les gens qui voudraient plus de détails sur ce que c'est, j'ai un peu illustré en mode simple, en mode le consentement pour les nuls, on va dire.
sans péjoration. Parce que c'est pas essentiellement, le consentement, c'est pas un sujet sexy. Puis en Europe, on commence à avoir des professionnels du consentement. On a des DPO qui sont des personnes qui ont un vrai rôle, qui font juste ça, du consentement. Mais on n'a pas ça ici encore au Québec. Donc, bref, mon but, c'est de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Puis qu'est-ce que c'est concrètement. Donc, on a le taux d'opt-in. Le taux d'opt-in, c'est vraiment le taux global de tous les visiteurs qui arrivent sur le site web. Donc, si on a 1000 visiteurs sur le site web, on va en avoir des gens qui vont interagir, puis des gens qui ne vont pas interagir avec la bannière. Donc, les gens qui font un choix, ça peut être soit un oui, soit un non, soit une personnalisation. C'est rare, là, c'est peut-être moins d'1% des gens qui vont vraiment décocher YouTube puisqu'ils pensent qu'ils sont suivis. On n'est pas la NSA non plus. Mais bref, on a ces gens-là qui vont faire un choix. Donc, le taux d'opt-in, c'est les gens qui vont accepter dans le pool total, donc dans le 200 visiteurs. On prend aussi en compte des robots. Par robot, on veut dire les crawlers de Google, parce que Google, ça fait 20 ans qu'ils crawlent le web. On va avoir les fameux crawlers de ChatGPT qui veulent aller chercher tes articles sur la presse puis te donner la meilleure actualité. Par la suite, quand on fait un choix, on tombe dans le taux de consentement. Donc, tu as les gens qui acceptent. Le cas échéant, on aurait 72%. Donc, pardon, 80%. 90, pardon, excuse-moi, c'est en diagonale. Mais 90% des gens qui acceptent, puis les gens qui refusent, c'est des vraies personnes qui décident de cliquer. Petite parenthèse, faire attention, je vous invite à rechercher aussi votre trafic parce que de plus en plus, les crawlers ont la capacité d'accepter, refuser les maudits cookies. Ce que ça fait, c'est que s'ils ont la capacité d'accepter, ils peuvent déclencher des cookies de conversion. Les cookies de conversion, ça vous coûte du budget publicitaire pour des gens qui ne peuvent jamais acheter. Petite parenthèse, si vous avez plus de questions, je vais être là après au 5 à 7. Bref, chez BRP. Oui, chez BRP. On ne va pas faire extraction des chiffres tout de suite. Là, on va voir le taux d'interaction. On a vraiment l'expérience qu'on avait avant, l'expérience qu'on a maintenant. Puis on est passé de 40 à 66 de taux d'interaction. 40 de taux d'interaction, ça veut dire que 60 des gens qui arrivaient sur nos sites web n'interagissaient pas du tout avec la bannière. Ça veut dire que dans les législations comme le Québec, GDPR, on peut déclencher aucun suivi, aucun pixel de conversion, etc. Donc, à la base, j'ai 60 des gens que je ne peux rien faire, puis après ça, dans mon 40 j'ai ceux qui doivent accepter puis ceux qui doivent refuser. Ça limite grandement la donnée à laquelle on a accès. Puis, les campagnes marketing qu'on roule. Gros impact. On est passé à 66 ce qui est intéressant de noter, chez nous, on avait beaucoup de pushback de la part des propriétaires de sites web à avoir une expérience que je vais appeler plus intrusive. On avait beaucoup de demandes d'avoir juste une bannière en bas de page, que ce soit le plus petit possible, que ça ait le moins de pourcentage d'écran que ça prenne, etc., pour vraiment minimiser l'impact sur l'expérience. On est arrivé avec ce nouveau widget-là, avec Acceptio. Le restant est identique. On a gardé le même texte légal. Là, il est coupé, mais on avait le même logo qui était à gauche. Tout est identique. Puis, on a augmenté. On est allé chercher 26 points de pourcentage de taux d'interaction avec la bannière, ce qui est quand même vraiment intéressant, même, je veux dire, phénoménal. Là, on a inversé la tendance. Puis maintenant, près de 70 des gens, on va interagir. Donc, on vient vraiment grandir là, notre pool d'audience qu'on va pouvoir avoir. Un petit retour au cas d'école ou à la théorie, on va dire. On a pas mal de recommandations qu'on fait à nos clients chez Acceptio. Une qui peut sembler contre-intuitive, qu'on a implantée chez BRP, c'est un mode de refus différent. Donc, on sait tous maintenant, on a l'accepté, le personnalisé, le refusé. Les institutions publiques doivent avoir le refusé, mais le privé, c'est pas nécessaire. Par défaut, on va se dire, OK, on va peut-être pas mettre le refusé. Fait que s'ils peuvent pas refuser, plus de friction pour personnaliser, ce qui est peut-être des enjeux éthiques, évidemment, de où est-ce que vous positionnez. Mais il y a une autre option qui peut être intéressante qui s'appelle le continuer sans accepter. Le continuer sans accepter, c'est un peu je vais choisir plus tard. Fait que si moi, Maxime, je veux m'acheter un skidoo, j'arrive sur BRP, je ne suis pas certain de faire confiance à la marque encore, je n'ai pas encore assez d'informations. Puis là, je me rends compte, post-achat, j'ai une bonne expérience, le rep et sa coche, mon skidoo, je l'aime, ma machine. Puis là, je suis dû pour m'acheter un autre casque. Quand je reviens sur le site web, on me remontre la CMP, puis là, je peux démontrer mon gain de confiance en acceptant. Donc, au lieu d'enregistrer un consentement, un non-consentement, un refus pendant 3 à 6 mois, on donne l'opportunité à la marque de prolonger le délai
où on peut gagner la confiance du consommateur. Puis chez BRP, je te laisse continuer. Oui, absolument. Ça, c'est une des premières itérations qu'on a faites justement suite à la première version. C'est de venir mettre ça dans notre expérience au Québec, le continuer sans accepter, parce que au GDPR, on ne peut pas, mais au Québec, on peut. Puis on est allé chercher un 10 % d'augmentation sur nos taux d'opt-in juste en mettant ça. Puis, tu sais, le refuser tout c'est encore présent. Il y a de l'interaction avec le continuer sans accepter, mais c'est quand même, c'est pas énorme. Mais on a vraiment augmenté le taux d'acceptation directement, là. Absolument. Puis, ben justement, donc, on est allé chercher de 62 à 80 % sur le taux de consentement. Donc, si on se réfère à tout à l'heure, le taux de consentement, c'est vraiment de ceux qui ont fait un choix. On est passé de 62 qui disent oui à 80 qui disent oui, sans impacter le taux d'interaction. Fait qu'on n'a pas perdu des gens qui n'interagissent pas avec la bannière. Donc, ça nous a amené, en fait, le taux total d'opt-in, quand on regarde sur l'ensemble de nos visiteurs, on est passé de 40 à 53 %. Donc, c'est 13 % de plus qu'on est capable d'aller mesurer, d'aller voir la performance de nos campagnes, de nos dollars marketing qu'on investit. C'est considérable. Donc, bref, on a fait quelques changements à l'heure actuelle, mais on a encore pas mal de pain sur la planche. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de où est-ce qu'on s'en va maintenant de ton côté avec ton équipe. Oui, absolument. Mais je pense qu'on veut continuer à garder un peu ce space-là qu'on s'est donné de un changement par semaine. On a quand même... On n'a pas un bandwidth illimité. Je reviens encore au fait que c'est une tâche parmi tant d'autres qui s'est ajoutée. Donc, on travaille vraiment étroitement avec, je vais dire, Pierre encore, là, c'est vraiment notre point de contact. Puis, on se donne un objectif à chaque semaine. On va aller vraiment dans la personnalisation. J'ai mentionné, on est en MVP. J'aimerais ça qu'on déploie quelque chose qui est avec un texte qui est plus aligné sur le ton de la marque à très court terme. Des visuels. On a vu tout à l'heure ce qui s'en vient avec l'ajout d'images, pas juste de logo. Donc, c'est sûr que d'amener un peu de l'immersion, tu sais, chez nous, on ride, on déplace des usagers, des gens, ils roulent avec nos machines, ils ont une expérience avec nos véhicules. On veut ramener ça réellement, tu sais, dans l'expérience de la CMP. Puis l'idée, je pense que si tu changes tout de suite de slide, en fait, vas-y, je vais te laisser aller, puis je vais aller avec mon idée par la suite. Yes. Excellent. Bon, on met l'idée de David sur pause. On se rappelle ce qu'il disait. Un dernier enjeu que je veux remettre de l'avant, on est passé vraiment, contrairement à la plupart des conversations que vous avez ouvertes sur la loi 25 du légal au marketing, on a commencé par le marketing, mais le légal reste quand même important. Pas pour les amendes, parce que, ben oui, les amendes vont tomber éventuellement, mais ceux qui vont réellement être dans le radar de la Commission de l'accès à l'information, c'est pas nous dans la salle encore, malheureusement. Peut-être BRP, peut-être certains plus gros joueurs, mais c'est les GAFAM, essentiellement les Google, les Facebook, les Microsoft, etc. Ce que ça veut dire, si on a, par exemple, un trafic publicitaire de par Google Ads, puis je suis en contact avec certains reps de Google qui m'ont confirmé que certains blocages de comptes se font. Donc, si tu n'es pas conforme, tu t'empêches le droit d'utiliser les services de Google. Je ne veux pas vous dire quoi faire non plus, mais si vous avez 2 semaines sans votre compte Google Ads, je vous laisse faire le calcul sur l'impact que ça peut avoir sur votre bottom line concrètement. Puis, pas pour vous faire peur, mais Meta arrive avec leur propre version on a parlé du Concept Mode V2 tantôt plus tôt. Shopify arrive avec leur version également, puis tous les plus grands fournisseurs de technologie arrivent avec une version de technologie pour vous aider à vous conformer, puis à remodéliser des audiences synthétiques, parce que si on n'a plus justement le consentement, il faut trouver des solutions de rechange, puis la conformité s'en vient de plus en plus importante. Puis, pendant que je laisse David finir son idée, je vous invite, si jamais ça vous intrigue de savoir si vous êtes conforme, si vous faites bien les choses, peut-être à scanner le code QR. On va le remettre à la fin, mais je te relance la balle, David. Yes, absolument. Donc, c'est un peu le petit wrap-up. Tu sais, on est parti vraiment d'une réglementation, d'un besoin de conformité légale. Puis, chez tout le monde, un peu, c'est le point de départ pour l'implantation d'une CMP, de ce genre d'outil-là. Puis moi, pour avoir travaillé dans les dernières années là, avec cet outil-là, je pense qu'il y a un shift de mindset à faire. Puis plutôt que de le voir comme étant un élément réglementaire auquel on doit vraiment être compliant, il faut le shifter pour le voir comme une opportunité de se distinguer. C'est vraiment cet outil-là, on va faire avec, on n'a pas le choix, les réglementations sont là pour rester, puis tout le monde doit s'y conformer. Donc, on a l'opportunité de faire mieux que notre compétiteur. On a l'opportunité de travailler là-dessus. C'est le premier élément, puis ça a un énorme impact sur
comme je le mentionne depuis tantôt, sur la qualité de nos audiences, sur la mesure qu'on a de nos investissements en marketing. Donc, il faut travailler là-dessus, il faut le virer comme une opportunité de se démarquer. Puis après ça, on va tirer notre épingle du jeu. Puis si on fait mieux que le compétiteur, ben on va en sortir gagnant. Donc, bref, je vais vous laisser sur une dernière note, une question de la fin. En commerce en ligne, en marketing, on met tellement d'efforts sur optimiser son parcours client. Pourquoi est-ce qu'on se tirait volontairement dans le pied avec une expérience de consentement qui est subpar ou qui est moindre? Bref, je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup. Merci. Acceptio.